Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle interview. Et encore une fois, je suis pas peu fier d'avoir avec moi une figure de la boxe française un peu trop oubliée à mon goût, mais on va prendre de tes nouvelles. Aujourd'hui, Christophe Mendy est avec nous. Salut Christophe. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ah bah ça va bien. Alors moi c'est le Capitaine. Hein. Fais attention, tu sors Ah, mon ok, blast comme capitaine. ça. Tu sors mon blast comme ça, toi. Oh là là. Christophe. Bah, Christophe, ça me fait tellement plaisir qu'on ait réussi à reprendre contact grâce au coach, grâce à Fabrice Alouche. On le remercie, je te Oui, salue Fabrice si tu regardes cette vidéo. C'est lui salut, qui est... un petit coucou à toi Fabrice. Ouais, on lui fait un petit coucou parce que j'avais essayé de te contacter, mais avec Fabrice, ça allait plus vite. Voilà, donc Christophe, ça me fait tellement plaisir que tu sois là parce que tu représentes vraiment, à mes yeux, une grande page de la boxe, du pugilisme français, en termes techniques, en termes de la grande boxe amateur, entre autres, mais pas que. Voilà, t'as un parcours en étant poids lourd complètement atypique. Vraiment, t'as un parcours aussi de vie atypique et on va en reparler. Mais commençons par le début, Christophe. T'es jeune, t'es en France, et cette passion pour la boxe, elle t'arrive comment? Bon, en fin de compte, à l'époque, j'ai commencé la boxe, j'avais 10 ans. Hein. Un ami à mes parents m'a proposé de faire du sport. Et moi, à l'époque, j'étais un peu chubby, hein, c'est-à-dire un peu costaud. Ouais. Et en fin de compte, on m'a proposé de faire soit du karaté, du foot ou du judo. Et j'ai choisi la boxe. Et ça a été une petite passion que j'ai aimée. Qui te est toujours présente. Voilà, Oui, c'est qui est restée toujours jusqu'à aujourd'hui. voilà, c'est comme, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est l'amour de notre vie, la boxe. Effect- Exactement. Bon, mon parcours, on va en parler voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En fin de compte, ouais, il y a pas mal de choses à dire. voilà, il y a pas mal de choses à dire, c'est vrai. Et puis comment dire, t'es dans une situation particulière parce que donc tu grandis, mais tu es un poids lourd naturel, donc t'es dans cette catégorie à part, déjà chez les amateurs, et puis va rentrer en jeu une carrière amateur vraiment d'un grand standing dans la boxe française. C'est dans une génération, c'est la génération 90, qui est quand même assez exceptionnelle. Là, j'ai mis en photo un de tes combats parce que tu l'as affronté, je crois, plusieurs fois. Bah, la légende de son époque chez les amateurs, c'est Félix Savon. Voilà, et Mhm. t'étais un grand adversaire de Félix Savon à cette époque-là. Les gens oubliaient, mais c'était toi un de ses grands adversaires. Justement, là, ces combats-là, je crois que c'est peut-être au championnat du monde, si je ne me trompe pas. Et, Euh, et ça, oui, exactement. C'était en 80, 95, 80, 95 tout à à fait. Berlin. À Berlin, en Allemagne, effectivement. Voilà. Voilà, donc contre Félix Savon, c'est un. Euh, ben, dis-moi justement, quand on était amateur et qu'on affrontait Félix Savon, c'était différent des autres combats. On savait que là, il se passait quelque chose. Raconte-nous, Christophe. En fin de compte, en fin de compte, bon, c'était la légende de l'époque, hein. 6 fois champion du monde, 3 fois champion olympique, plus de 400 combats, avec quoi moins de 10 défaites. C'est vrai. Il avait déjà un palmarès, il montait sur le ring, bah, il savait pratiquement tout faire. Il Ouais. savait pratiquement tout faire, il savait déjà boxer, et en fin de compte, c'est Cuba. C'est pour ça qu'on est allé à Cuba Et aussi, oui, avec, et oui, tout à avec fait, l'équipe. Christophe. Regarde, tu me devances. Mais effectivement, regarde, t'as une très belle photo de l'équipe de France à Cuba. Ah ouais, On voit un petit peu les fameuses voitures proprement cubaines de l'époque. Voilà, parce que vous exact. faisiez déjà les stages à Cuba. Voilà, ça remonte à cette époque, les stages à Cuba. Alors, en Alors, fait, les stages, je pense qu'on a commencé en 1994. Ouais, un an avant. 14, parce que quelques mois avant que je rencontre Félix Savon pour la première fois, je rencontre Félix Savon, je l'ai boxé à Saint-Pétersbourg pour la première fois. Et en fin de compte, Félix Savon, je le boxe et ça se déroule très bien. Et en fin de compte, je le mets à terre.
Et malheureusement, manque d'expérience, manque de taille. En fin de compte, j'ai pas suivi. Et en fin de compte, je me suis bien. Et en fin de compte, il a été étonné. Il a été étonné de la boxe, de ma boxe. Et en fin de compte, c'est de là où on s'est dit, bon, Cuba, il faut qu'on parte à Cuba pour que je puisse progresser. Ouais. Parce que déjà, en étant poids lourd, il y avait des grandes difficultés de trouver des sparring pour que je puisse m'entraîner. Oui, déjà en France, t'avais pas beaucoup de sparring. De France, c'est pour ça on avait la chance de faire énormément de combats à l'époque. Minimum, je faisais quand même une dizaine de combats avec mon club en dehors de l'équipe de France. Okay. En dehors, je dis bien, je précise bien, en dehors de l'équipe de France, 12 combats par an, c'est énorme à l'époque. Et avec l'équipe de France, c'était 3 fois ça. Ok, effectivement, donc t'avais un planning vraiment chargé à cette époque-là, et je répète, c'est une génération incroyable et qui va avoir son firmament à une Olympiade qui, à mes yeux, est une Olympiade incroyable de l'histoire de la boxe française. Évidemment, Rio 2016 est une Olympiade incroyable. On ne revient pas là-dessus, mais je trouve qu'on a tendance à oublier cette Olympiade d'Atlanta 80. Malheureusement, il n'y avait pas les médias. On n'avait pas énormément de médias comme aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas encore. Oui, mais Christophe, moi je me souviens que vous étiez aux États-Unis. Je crois que vous étiez allé en Floride faire un camp d'entraînement de préparation. Et je crois même que à un moment il y avait l'équipe de France de foot qui était sélectionnée, les espoirs qui étaient sélectionnés aussi aux Jeux Olympiques, qui ont fait les Jeux Olympiques. Et je crois même qu'il y avait Robert Pires qui venait un peu s'entraîner avec vous. Exactement. Ce stage, je ne le trouvais pas en Floride, mais à Atlanta, à Auburn. Oh, d'accord, ok. En Géorgie. Ouais. Georgia. Non, mais c'était pas en Floride, mais en Georgie. Côté d'Atlanta. Ouais. En Géorgie, exactement en Géorgie. Puis on est allé un an avant les Jeux Olympiques, on est allé faire un stage de préparation avec l'équipe de France de foot, Pires à l'époque, Jorkaeff qui était là aussi, il me semble, et d'autres que j'ai oubliés malheureusement, excusez-moi. Et puis il a goûté aussi à la boxe. Ils ont goûté un peu à la boxe les foot de l'époque. Ils ont essayé. Bon, c'était un bon moment, un excellent moment, une bonne ambiance. Et surtout une super équipe qu'on avait aussi. Ouais. Faut pas oublier ça. Parce que l'équipe de 2016, c'était une super équipe. On était fort, on en voulait, on boxait, on allait au charbon. Exactement, Christophe. En 96, parce qu'on l'a oublié, c'est parce que malheureusement, mais bon, les tournois olympiques, c'est très compliqué. Hein, mais malheureusement, il n'y a pas de médaille. Mais sauf qu'il y a énormément de boxeurs français, dont toi, vous allez en quart de finale. Exactement. Vous allez en quart de finale, et il y a beaucoup de quarts de finale de français. Voilà, ce qui veut dire, et c'est un pédigré, c'est 96, regardez l'Olympiade 96, qu'est-ce qui en sort? C'est lourd, c'est lourd. Alors malgré cette frustration d'être à cette porte d'une médaille qui aurait certainement aux yeux du large public français aurait certainement changé la donne, mais cette compétition, ces 2 semaines de compétition, comment tu pourrais nous en parler? Comment je pourrais en parler en fin de compte avant tout, on a commencé par un stage à Auburn. À Atlanta. On a commencé par un stage à Atlanta qui s'est très bien déroulé. Et on s'est entraîné avec des professionnels pour nous, les gros poids, les grosses catégories. Et avant ça, on avait fait un stage, il me semble, on avait fait un stage à Cuba. On venait de Cuba, en fin de compte. On est allé directement à Atlanta. Et le déroulement, comment ça s'est passé un peu dur. Pour me concernant, moi, ça a été difficile parce que bon, je gagne mon premier combat correctement. Ouais. Je rencontre un Romain. Ouais. Je gagne par KO à la deuxième reprise, il me semble. Ouais, la deuxième, je gagne à la deuxième. Ouais. Et ensuite,
En quart, je rencontre le Nigérien canadien, David, malheureusement qui est décédé il y a quelques années à Las Vegas. Et il simule un coup bas dans les parties. Ouais. Et là, je me fais disqualifier. Et pourtant, le coup était correct. On a bien fait, on voit bien le coup à la loupe, on voit le coup qui est correctement bien placé. Et mon adversaire qui a simulé, il me l'a dit honnêtement, parce qu'après, une fois que j'étais professionnel, j'ai vécu à Vegas, on s'est rencontrés, puis il s'est excusé, mais bon, le mal était déjà fait, et puis bon. Le mal a été fait, ouais, non, il a fait beaucoup de mal sur ce coup-là. Parce que Christophe, c'est vrai que t'as les boules de ça, je comprends, parce que tu pouvais aller bien plus haut. Mais toujours est-il, et c'est ça le problème de l'époque, toujours est-il, c'est que maintenant je trouve, tu seras certainement d'accord avec moi, c'est qu'on a beaucoup plus de respect pour le fait des gens qui sont allés aux Olympiques, ce qu'on appelle les Olympians, tu sais, aux US. Hein, pour un Olympien, tu vois, ça veut dire quelque chose. Il n'a pas eu la médaille, mais ça veut dire quand même quelque chose. Toi, t'es un Olympian, mais les gens comprenaient pas ça. Donc, tu t'engages dans une carrière pro, et finalement, c'est une carrière pro qui a comment dire, alors en tant qu'écrivain de boxe, que je trouve qu'il y a un charme fou, parce que t'es obligé de prendre des chemins de traverse. C'est à la fois, tu reviens en France, mais c'est à la fois, toi, tu n'hésites pas à faire le grand saut américain très vite. Très vite, tu fais le grand saut américain dès que ton premier combat pro en 97. Et je rappelle. Comment tu peux répéter, s'il te plaît? Bah, tu fais le grand saut américain dès ton combat pro de 97, en janvier 97. Ton premier combat, c'est à Boston. Et bien, t'es bien renseigné. Ouais, c'était en janvier 97. Ah, bien renseigné, tu sais, j'ai refait mon petit box rec. Hein. Je vais pas mentir, j'ai refait mon petit box rec. Moi, je me souvenais de un ou deux de tes combats pro, effectivement, et je me souvenais qu'à cette époque-là, bah moi, j'étais enthousiasmé parce qu'on avait un Français poids lourd dans cette période où les poids lourds, mais c'est fou. C'est fou, je veux dire. Bon, effectivement, il y a les grands noms. Il y a Evander Holyfield. Bon, Riddick Bowe n'est juste plus là. Mais bon, ils sont encore tous là, quoi. Lennox et tout. Puis après, dans tout le cheptel, dans toute la communauté poids lourd de l'époque, bon, David Aizon-Rite, par exemple. Voilà, des Chris Bird, et tellement d'autres. Voilà. Alors, ce parcours américain, parce que t'es l'un des rares Français à avoir boxé plusieurs fois à Atlantic City. Ça, c'est très très rare dans des combats poids lourds. Enfin, est-ce que c'était je suis sûr que ça devait te faire à la fois rêver et que ça devait être extrêmement dur parce que personne te connaissait. Certainement, t'étais pris pour essayer de te faire perdre. C'est une sacrée aventure que t'as vécue. Tu peux nous en parler? Ben, en fin de compte, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? Ouais. C'est American Prison. American Prison, ce sont des promoteurs américains, mes anciens promoteurs américains, Dan Goussen et Dan Goussen. En fin de compte, ils m'ont contacté juste après les Jeux Olympiques. Voilà. Ouais. En fin de compte, ils ont essayé de me contacter bien avant, mais malheureusement, bon, il y a eu des barrières, ça ne s'est pas fait. Et en fin de compte, juste au moment de la sortie des Jeux Olympiques, je les ai rencontrés par l'intermédiaire de l'arbitre américain, que je connaissais très bien. Et en fin de compte, ils m'ont fait une proposition que j'ai acceptée sur le champ. Parce qu'ils organisent des barres. Ce qu'ils voulaient faire, c'était monter un team de poids lourds. Ils avaient signé plusieurs poids lourds. Ils avaient signé Donkey Warrior, le Nigérien, qui avait fait une médaille d'argent contre Klitschko, Vladimir. Ouais. Ensuite, catégorie super lourd. Ils ont signé Tanga, Wolfgram, des îles Tanga. Qui avait fait la finale contre Vitali. Ouais, contre Vitali. Et ils avaient signé aussi David, mais lui, il était basé à New York. Et nous, on était tous basés à Las Vegas à l'époque. Et en fin de compte, ils m'ont fait cette proposition et j'ai accepté sur le champ. Malheureusement, ça a été dur
quand même au début, parce que je pars dans un pays où je ne parle pas du tout la langue, où c'est une autre culture, Ouais. et je pars seul. Les premiers 15 jours, ça a été un peu difficile. Ouais. En vrai compte, ça a été difficile au bout du deuxième mois. Je me posais des questions. Ensuite, même au niveau des mises de gants, on me regardait un peu bizarrement. Puis le fait de ne pas parler trop la langue et se retrouver seul dans un pays qu'on ne connaît pas du tout. Ah, c'est dur, hein. C'est C'est extrêmement dur, dur. c'est dur. Mais c'est vraiment dur. Et là-bas, j'ai rencontré Robert, un Français qui vivait à Las Vegas et il avait à l'époque une cinquantaine d'années, un peu plus. Et en fin de compte, on est devenus amis et il me supportait dans les combats de boxe. Ouais. Il m'a beaucoup aidé jusqu'à dernièrement, le pauvre est décédé. Mais il m'a beaucoup aidé, ce Robert. Ouais, ça te permet d'avoir un lien. Ouais. Et donc, bah justement, ces mises de gants dont tu parles, à mon avis, t'en as des histoires parce que t'as vu du beau monde et t'en as des histoires à raconter qu'on justement, je suis tout tué. Ouais, en fin de compte, des mises de gants, ouais, parce que bah, déjà, le fait de boxer avec des vrais poids lourds, des super lourds olympiens, et on trichait pas. Au niveau mise de gants, on ne trichait pas. C'était réel, on boxait vraiment, et on avait, non, parce que il y avait vraiment du respect au niveau des mises de gants, et c'était vraiment réel. Ouais, ouais, ouais. Et, T'as des et souvenirs. comme entraîneur, il faut pas oublier que comme entraîneur, j'avais Eddie Futch. Eddie Futch et Tel Torrance. C'était vraiment mes deux Oh, entraîneurs du team. ah bah alors Faut là, pas non, c'est oublier énorme là. Eddie Futch. ouais, Eddie Futch et Tel Torrance. Faut pas oublier que j'ai eu des grands entraîneurs. Ah, justement, parle-nous-en de ta relation avec Eddie Futch là. Là, c'est vrai, c'est incroyable ça. Surtout qu'il est dans. Bah, Eddie Futch, en fin de compte, il a entraîné le team de American Presence. Il a entraîné le Nigérien, Tanga et moi, nous trois. Et on avait beau être concurrents, on était tous des concurrents parce qu'on était tous des poids lourds. Oui. Eux étaient vraiment des vrais poids lourds, beaucoup plus lourds que moi, mais j'étais beaucoup plus rapide et un peu plus puissant qu'eux. Mais non, la chance qu'on a eue, que tu peux voir même un des premiers combats que j'ai fait avec mon premier combat de Boston, tu peux le voir, Eddie Futch, il a toujours été présent à chaque combat, pratiquement tous les combats. Tel Torrance était vraiment là, Eddie Futch est venu à 3-4 combats, en fin de compte, parce qu'après il est tombé malade malheureusement. Voilà. Il est revenu ensuite, mais... Et est-ce que t'avais l'impression, en étant au contact d'Eddie Futch, est-ce que t'avais l'impression de redécouvrir la boxe? Tu l'avais déjà appris en France, avec une grande carrière amateur. Est-ce qu'avec Eddie Futch, tu disais, oh, je suis dans un autre monde, ou est-ce que ça t'a élevé ton IQ box? Bah, en fin de compte, ma boxe a complètement changé, même encore aujourd'hui, parce que bon, la boxe professionnelle, je l'ai vraiment appris à Las Vegas. Le fait de donner même un hook, un crochet, les crochets ne sont pas les mêmes qu'en France. En France, le crochet, on va le donner comme ça. Mhm. Aux États-Unis, il va être comme ça. Mhm. Tu comprends? Tout à fait. Le fait, et ça, la position n'est pas la même. Tactiquement, les tactiques ne sont pas les mêmes. Surtout les techniques. Puis bon, ils ont un bagou, les Ricains, ça parle beaucoup, ils te mettent vraiment en confiance. Mhm. Et je suis resté quand même 16 ans. Hein. Au bout de 16 ans, ouais, j'ai énormément appris là-bas. Ouais. J'ai vraiment énormément appris sur la boxe tactique. Et ils savent comment t'amener où ils veulent, les Américains. Ça, ils sont vraiment forts pour ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis, donc dans ta carrière professionnelle, il y a à peu près deux parties. Il y a cette partie où tu fais l'aventure américaine, où à la fois tu t'établis à Las Vegas et tu boxes aux États-Unis. Et puis il y a une deuxième partie de ta carrière qui est plus compliquée, où à mon avis,
qui n'a pas été simple parce que on a dû te la faire à l'envers parfois, c'est où tu reviens en Europe, principalement en France, mais pas que. Il y a aussi un combat en Espagne. Où tu reviens en Europe où bah, c'est un peu plus compliqué Ah ouais, les... on fait compte. Je fais à peu près une quinzaine de combats avec mes promoteurs américains. Ouais. Et ensuite, là, c'est la première partie. Et ensuite, la deuxième partie, c'est quand je quitte mes promoteurs américains, on se sépare en fin de compte, on m'a mis pas mal de bâtons dans les roues. Ouais. Mais c'est venu ça venait de l'étranger, en fin de compte. Hein. Pas mal de jalousie et de concurrents qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et en fin de compte, je retourne en France en 2000. Et là, je change de promoteur et d'entraîneur. Ma boxe avait déjà changé. J'avais une boxe américaine. J'avais un style. Il a fallu tout rechanger. Et en France, malheureusement, on vit pas de boxe. On vit pas de son sport, malheureusement. Est-ce que t'as, comment dire, et moi, à ta place, je l'aurais été, est-ce que ben, cette deuxième partie qui, où ça se passe pas bien, est-ce que ça laisse un goût amer par rapport bah, au milieu boxe français? Bah, je dirais oui, quand même, parce que, en fin de compte, il y a pas de structure. Les structures ne sont pas faites. Là-bas, il n'y a pas de structure, il y a pas de, les promoteurs sont vraiment là avec toi. Ils savent qu'ils vont gagner de l'argent, mais ils t'en font gagner énormément. Et il y a des structures, en fin de compte, tu arrives dans le gym, tout est structuré pour toi. T'es pas obligé de penser au lendemain, ce que tu vas manger demain. Alors que là, t'étais contrairement toujours... ici, contrairement en France ou en Europe. Là, je vois malheureusement, j'essaye d'aider quelques petits, mais c'est très dur de la boxe en Europe parce qu'il n'y a pas de structure. Ouais, Encore, ouais, après tout dépend. Il y a peut-être l'Angleterre où les Allemands sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus professionnels. Ouais, parce que je suis allé chez les Klitschko m'entraîner aussi. Ils sont beaucoup plus focus, ils sont beaucoup plus droits. ouais. Contrairement ici, il y a pas de structure en fin de compte. Ouais. Rien n'est fait. Même encore aujourd'hui, moi je vois, 20 ans après, il n'y a pas eu de changement. Ouais, bah, je comprends ce que tu dis et je confirme. Mais après donc cette carrière pro, voilà, mais qui malgré tout ta carrière pro a été ce qu'elle a été, mais ce qu'on peut pas enlever, c'est que il y a un caractère, comme on dit aux États-Unis. Il y a un caractère, il y a un cachet, il y a des voyages, voilà, il y a une vraie histoire. T'as réussi quand même, malgré tout, malgré toutes les embûches, moi je trouve, à écrire une belle histoire de ta carrière. Et ensuite, eh ben, écoute, en fait, toi qui as eu du mal à t'adapter aux États-Unis, eh ben, tu vas y rester 16 ans. Tu vas y rester 16 ans et puis te voit t'établir du côté de New York pendant pas mal d'années où toi-même tu vas devenir entraîneur. Alors raconte-nous un peu ton chapitre new-yorkais. Vas-y, raconte-nous ton chapitre new-yorkais. Ouais, ça c'est ma deuxième, je dirais après ma boxe. Après, bon, en 2000, je quitte la boxe. J'arrête la boxe. Ouais. Je me retrouve aux alentours de Bordeaux. Je vivais, j'étais éducateur spécialisé. Et en fin de compte, en 2006, je quitte mon emploi et je me dis, je repars sur New York. Je pars sur New York parce que, bon, faut pas oublier qu'entre temps, bon, j'avais eu ma fille avait vécu avec moi à Vegas. Ma fille, Victoria, a vécu avec moi à Vegas jusqu'en 2000. On rentre en France. Entre temps, bon, je la mets dans une école internationale et ensuite, on part à Bordeaux. Non, on est à Bordeaux, elle est dans une école internationale. Je travaille à Bordeaux et je travaille pour le conseil régional d'Aquitaine et ensuite je travaille en tant qu'éducateur spécialisé. Et en 2006,
je veux retourner au State. En fin de compte, je gagne la green card et direction New York, je pars pour devenir coach sportif, pour entraîner des amis. Ouais. D'ailleurs, regarde, j'ai une photo de toi où t'es très bien accompagné. Voilà. Non, oh non, ça c'est ici, ça c'est pas New York. Ah, c'est ici? C'est pas New York? Ouais, Ah, bah, je me suis trompé. Ah, bah, écoute, attends, on va y arriver, on va y arriver. Mais donc, New York. Et en fait, tu vas entraîner et tu côtoies un peu le milieu new-yorkais, de boxe. très Voilà. bien. Voilà. Est-ce que tu as des petites histoires, justement, parce que c'est un milieu à part? Oh, j'en ai plein, mais il y a des histoires. C'est pour que ça reste. Ah, on peut pas les Non, dire. On peut. Oh, non, d'accord, tu me le diras en non, tête. ça c'est très bien. Ça s'est très bien passé à New York. J'ai travaillé pendant 5 ans pour une grande salle de coaching, fitness, New York Half Racket Club. Je travaillais pendant 5 ans pour eux. Et entre-temps, je donnais quand même des cours de boxing. Et après, je me suis mis complètement à mon compte en 2008. En 2008, je quitte New York Racket Club et je me mets à mon compte. Et là, je fais du coaching privé, et vraiment privé, quoi. Ouais. Et bon, après, j'ai travaillé aussi avec des associations dans le Bronx et Harlem, Ouais. et Brooklyn aussi, dans des associations pour jeunes délinquants. Et ça s'est très bien passé. Ouais, très bien. Et en fin de compte, en 2019, on décide de retourner en France. Et ça fait un an que je suis prêt. Et toujours coach, et Christophe est toujours coach en France, comme vous le voyez. Et puis tu me disais, Christophe, quand on discutait tous les deux cette semaine, tu me disais que tu avais de plus en plus cette envie de coacher des boxeurs, et notamment des boxeurs pros qui seraient motivés. Donc ça, c'est une envie. Ouais. Et se faire coacher par Christophe Mendy, je pense que ça vaut quelque chose. C'est une expérience à faire. Moi, je serai en France, j'hésiterai pas à te contacter. Mais alors là, cette envie, elle est de plus en plus présente en toi. Parle-nous un peu de Ouais, en fin de compte, parce que bon, je vais pas dire que j'ai stoppé la boxe. Pendant beaucoup d'années, en fin de compte, j'ai fait beaucoup du coaching privé et du, et du fitness à New York. Oui. Et j'ai entraîné des athlètes en MMA, mais en boxing. Je m'occupais de la pour préparation boxe. l'aspect boxe. Ouais. Notamment Tchèque Congo. On a fait sa préparation pendant un mois et demi à Las Vegas en 2010. Ensuite, on est parti au Canada et on a gagné le combat. Ensuite, il y a l'équipe sénégalaise. Ils m'ont envoyé 2 athlètes que j'ai entraînés pendant un peu, on va dire pendant un an. Pardon. Ça s'est très bien déroulé, ça s'est très bien passé. Et puis, je restais un peu dans le fitness. Et depuis quelques mois, là, j'ai été contacté par des jeunes boxeurs professionnels. Ils m'ont raconté leur histoire. Mais le fait d'avoir des bonnes connexions aux États-Unis pour la promotion de boxe ou des camps d'entraînement. Donc, je me suis décidé de me relancer dans la boxe en tant qu'entraîneur. Je pense pour notre plus grand bonheur. Je pense pour notre plus grand bonheur et pour voilà, je pense que il y aura certainement de jeunes talents qui vont émerger des mains de Christophe Mendy, et ça on te le souhaite, Christophe, vraiment. On te le souhaite parce que ça aussi c'est une autre carrière où enfin en tout cas je te vois pleinement là-dedans. Vraiment c'est super. Christophe, c'était un plaisir d'avoir de tes nouvelles, vraiment de parler un petit peu de ta carrière et de ton futur. C'était vraiment véritablement encore une fois un plaisir. Christophe, d'ailleurs, si tu as un contact professionnel, on pourra le mettre dans la description de la vidéo. Oui, bien sûr, mon Instagram, on peut me contacter sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Eh ben Facebook, voilà, tout simplement. Facebook ou Instagram, Christophe Mendy, tout simplement. Voilà. Christophe, c'était un plaisir. Mon Instagram, c'est Mendy Boxing Fitness. Mendy Boxing Fitness. Mendy Fitness Boxing.
Tu sais pas dans quelle heure. Mais Indie Fitness Boxing, on ira voir ça. C'est là où tu as récupéré peut-être la photo, là. Ok, d'accord. Ok, bon, Christophe, c'était un plaisir. Et nous, nos pirates, on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures box. Ciao Christophe, Ok, salut les pirates. bientôt. Ciao, ciao.